Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons avec l'accord sur les infrastructures. Après des semaines de va-et-vient, les deux parties ont conclu un accord. Mais beaucoup restent mécontents. Selon le sénateur républicain Rob Portman, nous n'avons pas obtenu tout ce que nous voulions, mais nous avons trouvé un bon compromis qui va aider le peuple américain. Le sénateur démocrate Richard Blumenthal dit que cet accord est beaucoup trop petit, dérisoire, pathétique, qu'il doit être combiné avec un deuxième projet beaucoup plus robuste et adéquat pour mériter un vote. Alors, quel est l'accord qu'ils ont conclu? Ils ont convenu de 579 milliards de dollars de nouveaux investissements pour les routes, les voies navigables, les aéroports, les bus électriques et les stations de recharge, ainsi que 266 milliards de dollars pour des projets environnementaux, le haut débit et le réseau électrique. Selon la fiche d'information de la Maison-Blanche, 266 milliards de dollars vont à ce que l'on appelle d'autres infrastructures et 47 milliards de dollars sont destinés à la résilience. Certains s'interrogent sur ce qui entre dans ces catégories. L'administration qualifie le plan de plus grand investissement à long terme dans nos infrastructures et notre compétitivité depuis plus d'un siècle. Un investissement qui, selon Biden et son administration, rendra notre économie plus durable, plus résiliente et plus juste. La sénatrice républicaine Susan Collins affirme que nous nous sommes mis d'accord sur l'étiquette de prix, la portée et la façon de payer. Il n'a pas été facile d'obtenir un accord sur ces trois points, mais c'était essentiel selon elle. Alors, qui va payer pour tout cela? Selon Biden, nous allons faire tout cela sans augmenter d'un centime les revenus inférieurs à 400 000 $. Il n'y a pas d'augmentation de la taxe sur l'essence, pas de taxe sur les véhicules électriques. Le projet sera payé par l'augmentation des recettes grâce à l'application de la loi, la réorientation de l'argent et l'assurance chômage et des fonds restants de l'aide d'urgence ainsi que d'autres moyens. La Maison-Blanche n'a pas encore mentionné d'augmentation de l'impôt sur les sociétés dans cet accord bipartisan, mais un impôt sur la fortune sera probablement inclus dans le plan des familles américaines. En effet, Biden dit qu'il ne fera pas passer cet accord bipartisan si le plan des familles ne passe pas. Biden soutient le plan de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, de maintenir l'accord bipartisan à la Chambre jusqu'à ce que le plan démocrate pour les familles, infrastructures humaines, passe au Sénat avec le processus de réconciliation budgétaire. En effet, il dit que si ce n'est pas avec l'aide des républicains, je vais devoir obtenir l'appui de tous les démocrates et le faire passer par la réconciliation si cela se produit. La réconciliation budgétaire ne nécessite qu'une majorité simple au Sénat pour être adoptée. Quant aux prochaines étapes, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, signale que la Chambre n'examinera pas de projet de loi tant que le Sénat n'aura pas adopté un projet de réconciliation avec ou sans projet bipartisan. Elle a dit, je cite, « Laissez-moi être très clair sur ce point. Nous n'examinerons pas de projet de loi à la Chambre tant que le Sénat n'aura pas adopté un projet de loi bipartisan et un projet de loi de réconciliation. S'il n'y a pas de projet de loi bipartisan, alors nous irons simplement lorsque le Sénat adoptera un projet de loi de réconciliation. » Passons maintenant à l'ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani. La Cour suprême de New York l'a suspendu de l'exercice de la profession d'avocat dans l'État. Le dernier dossier judiciaire l'accuse d'avoir menti sur les accusations de fraude électorale. L'ancien procureur des États-Unis et maire de New York, Rudy Giuliani, s'adresse aux journalistes après qu'une récente décision de justice ait suspendu sa licence d'avocat. La Cour suprême de New York a jugé le 24 juin que Rudy Giuliani avait fait des déclarations manifestement fausses et trompeuses au nom de l'ancien président Donald Trump. Giuliani qualifie la suspension d'unilatérale. Ancien procureur des États-Unis et maire de New York, il dit que le vrai problème ici, c'est que quelqu'un doit réparer ce système de justice à double standard qui n'est plus l'Amérique. Je veux dire, dit-il, je pourrais tout aussi bien être en Iran ou en Allemagne de l'Est avant le changement. C'est une décision unilatérale qui ne repose pas sur des preuves, sur des journaux. Ils n'ont pas appelé un seul témoin. Giuliani a été le fer de lance de la campagne de fraude électorale de Trump dans plusieurs États, notamment l'Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie. Le tribunal a déclaré que les déclarations de Giuliani sur le bulletin de vote par correspondance et les bulletins de personnes décédées n'étaient pas fondées. Citant l'émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, la Cour a critiqué la mauvaise conduite de Giuliani qui, je cite, « menace immédiatement l'intérêt public ».
Giuliani affirme que des dizaines de témoins pourraient étayer ces allégations de fraude électorale s'ils avaient la possibilité de témoigner. Il ajoute, je cite, « Ce que je ferai, c'est que je me présenterai au tribunal, j'amènerai environ 2000 documents et je dirai « Ok, laissez-moi appeler mes 40 témoins. Voyons si je mens à propos des 2 personnes qui ont vu des bulletins de vote arriver au milieu de la nuit dans le Michigan, environ 100 000, et qui se sont avérés être presque tous pour Biden. » Ou encore en Pennsylvanie, quand ils ont compté 500 000 voix, 99,9% pour Biden et environ 4 voix pour Trump. La suspension de Giuliani a été demandée par le comité de doléances des avocats du premier département judiciaire. L'ordonnance du tribunal a noté que la suspension est temporaire et dépend de l'issue d'une audience formelle complète. Giuliani aura la possibilité de contester la suspension lors d'une audience. L'ancien maire n'a pas commenté la décision du tribunal, mais il a retweeté la nouvelle ainsi que d'autres utilisateurs critiquant la décision en écrivant « Quelle honte !». Les avocats de Giuliani se disent déçus et affirment qu'aucune audience n'a été proposée à Giuliani avant sa suspension. Selon leur déclaration, je cite « C'est sans précédent car nous pensons que notre client ne représente pas un danger actuel pour l'intérêt public ». Dans une déclaration, M. Trump s'est dit incrédule à l'idée que M. Giuliani puisse perdre sa licence d'avocat pour avoir combattu ce qui a déjà été prouvé comme étant une élection frauduleuse. Giuliani ainsi que 2 autres avocats font également face à un procès en diffamation de la part de Dominion Voting System. Et maintenant, avant de terminer, le corps législatif républicain de Pennsylvanie s'empresse d'adopter un projet de loi complet sur la sécurisation des élections. Mais ils devront trouver un moyen de surmonter le veto attendu du gouvernement démocrate de l'État. L'Assemblée générale de Pennsylvanie a adopté un projet de loi sur l'intégrité des élections qui devrait être soumis au Sénat cette semaine. Le gouverneur démocrate de l'État dit qu'il y opposera son veto. Des républicains ont prévu de soumettre aux électeurs de l'État l'obligation de présenter une carte d'identité. Le projet de loi adopté par l'Assemblée générale exige que les électeurs présentent une pièce d'identité à chaque fois qu'ils votent. Ils exigent que les électeurs s'inscrivent 30 jours avant une élection et ils augmentent les peines pour une variété d'infractions liées aux élections. Les agents électoraux risquent jusqu'à 14 ans de prison et 30 000 $ d'amende pour certains délits électoraux. Le projet de loi comprend également une section visant à accroître la responsabilité des vendeurs de machines électorales. Les législateurs démocrates affirment que l'obligation d'identification des électeurs empêcherait certaines personnes de voter. Ils affirment qu'il y a peu de preuves de fraude en Pennsylvanie et que le projet de loi n'est donc pas nécessaire. Le gouverneur démocrate de l'État, Tom Wolf, a tweeté qu'il y opposerait son veto. Les républicains du Sénat ont répondu en adoptant un amendement à la Constitution de l'État pour exiger une pièce d'identité à chaque fois que quelqu'un vote. Pour que cet amendement soit adopté, il doit l'être au cours de 2 sessions législatives consécutives, puis être soumis à la décision des électeurs. Les républicains notent d'ores et déjà que l'identification des électeurs est soutenue par une forte majorité d'électeurs. La sénatrice d'État républicaine Judy Ward déclare que c'est quelque chose que les habitants de Pennsylvanie réclament. Si la mesure passe cette année et les sessions législatives de l'année prochaine, elle sera soumise au vote des électeurs en 2023. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.